Bonjour à tous. Pour ceux qui n'ont pas pu être présents lors de la classe virtuelle, voici le rappel du cours. En première et deuxième page, les textes à trous avec les mots qu'il fallait retrouver. Pour faire le corriger, si des éléments vous manquent, vous stoppez la vidéo. Quelques éléments de rappel de cours pour tout le monde. Comme toujours, vous vous souvenez, lorsque nous commençons à étudier une situation historique, on commence d'abord par rappeler l'époque et les lieux que nous étudions. L'époque que nous étudions est donc le premier millénaire avant Jésus-Christ, c'est-à-dire la période qui va de -1000 à la naissance de Jésus-Christ. D'accord ? Le territoire qui nous intéresse est donc la Grèce dans l'Antiquité. Alors pourquoi la Grèce ? Eh bien tout simplement parce qu'entre le 8e et le 3e siècle avant Jésus-Christ, la civilisation grecque n'a jamais été aussi brillante. À cette époque-là, aucune autre civilisation de l'Antiquité n'est aussi avancée que la civilisation grecque. Pourquoi ? Grâce à ses penseurs, ses écrivains, ses savants, ses artistes. L'art de bâtir, l'architecture, la sculpture atteignent un très haut degré de perfection. Le théâtre est né en Grèce. La philosophie et l'histoire, cette matière que nous sommes en train d'étudier ensemble, eh bien ce sont les Grecs qui les ont inventées. Les sciences, à cette époque-là, également, n'ont cessé de progresser. Écoutez, c'est bien simple, jamais dans l'histoire, jusqu'ici, de la préhistoire jusqu'à cette époque des Grecs dans l'Antiquité, on avait connu une telle ébullition intellectuelle et de tels progrès dans la pensée humaine. Alors, où est située la Grèce ? Je commence par une carte actuelle. La Grèce d'aujourd'hui est située donc sur le continent européen, au sud-est de ce continent européen, et vous voyez que ce pays est bordé par la mer Méditerranée. Le climat méditerranéen est chaud et ensoleillé, doux en hiver, mais je vous fais remarquer aussi que c'est un pays qui a des côtes très découpées, un pays qui est très éparpillé avec de très nombreuses îles, notamment au centre, vous voyez au milieu de cette mer intérieure de la mer Méditerranée qu'on appelle la mer Égée, vous trouvez de très nombreuses îles qu'on appelle aujourd'hui les îles des Cyclades, et il n'y a aucun lieu de Grèce qui est situé à plus de 90 km de la mer. Donc qu'est-ce qu'on constate ? Eh bien c'est que l'univers des Grecs est constamment marqué par ces paysages de côtes méditerranéennes baignées de soleil. La mer va donc avoir un rôle très important. Les Grecs sont de grands marins, ils vont profiter de la mer pour faire du commerce, mais aussi pour avoir des ressources de la pêche et donc se nourrir de poissons. Voyez ici une reconstitution d'un bateau grec de l'Antiquité. Donc c'est un navire qu'on appelle un navire rond à cause de sa coque. Là vous voyez ici le chargement du bateau avec des amphores, ces poteries remplies d'olives et de fruits secs. Il y avait 2 rames gouvernail aux manches munies d'une barre perpendiculaire qui permettait de manœuvrer. J'ajoute que c'est un pays qui est essentiellement montagneux, avec des terres qui ne sont pas forcément propices à l'agriculture, des terres souvent peu fertiles et marquées par la sécheresse. Mais 3 cultures sont particulièrement importantes pour les Grecs de cette époque. Quelles sont les plantes qui sont favorisées par ce climat méditerranéen ? D'abord, il y a bien sûr la culture du blé, nécessaire à l'alimentation de base des Grecs de l'Antiquité, mais également la culture de l'olive qui va permettre donc de fabriquer de l'huile d'olive, encore célèbre aujourd'hui, l'huile de Grèce, et enfin la culture de la vigne, qui va permettre aux Grecs de produire du vin. Alors un vin qui était de très très mauvaise qualité à cette époque-là dans l'Antiquité, qui était très alcoolisé et qu'on était obligé de couper avec de l'eau pour pouvoir le consommer, sans quoi il était imbuvable. Et alors l'idée centrale à retenir aujourd'hui, c'est que la Grèce de l'Antiquité ne formait pas du tout un pays au sens actuel du mot. Un pays au sens actuel du mot, c'est un grand territoire délimité par des frontières, avec une ville capitale. Là, pas du tout. Les Grecs étaient très divisés entre eux en une multitude de petits États indépendants,
des petits États indépendants qu'on appelait donc des cités-États. Des cités-États, alors à quoi ressemble la Grèce de l'Antiquité? Alors là, vous voyez sur cette carte la multitude de petites cités-États qui existaient dans l'Antiquité. Alors tous les petits points représentent chaque fois une cité-État. Elles ne sont pas toutes représentées, il faut imaginer qu'il y en avait des centaines. Et chaque cité-État avait ses propres lois, son propre gouvernement, sa propre divinité protectrice, sa propre monnaie. Alors à quoi ressemblait une cité-État? Eh bien une cité-État ressemblait à cela. Vous voyez donc un tout petit territoire composé d'une ville et de la campagne qui l'entoure. La ville était protégée par des remparts. À l'intérieur de la ville, vous retrouviez dans toutes les cités grecques une grande place publique dont j'aimerais que vous reteniez le nom. On l'appelle l'Agora. La colline la plus élevée de la ville était dédiée à la divinité protectrice. On appelle cette colline sacrée où l'on construisait des temples en l'honneur de la divinité protectrice l'Acropole. Et cette ville était entourée de la campagne, composée de champs exploités par des cultivateurs et des éleveurs. Ce que cette reconstitution montre un peu moins bien, c'est qu'il y avait donc sur le rivage un port également dans chaque cité, un port qui permettait aux bateaux d'accoster et de pratiquer la pêche et le commerce. Alors ça, c'est donc l'idée centrale à retenir dans cette leçon, c'est que dans l'Antiquité, le monde grec était divisé en centaines de petites cités-États. Et la définition d'une cité-État, vous vous souvenez, on l'avait déjà vu pour la Mésopotamie, c'est un petit État indépendant composé d'une ville et de la campagne qui l'entoure. Chaque cité, alors en grec, la cité, ça se dit la polis. P-O-L-I-S. Chaque cité a ses lois, son gouvernement. Et c'est de là que vient le mot politique que nous utilisons dans la langue française aujourd'hui. Donc vous voyez des mots de la langue française qui nous viennent du grec ancien. Et la politique, c'est quoi? Eh bien, c'est tout simplement l'art de gouverner la cité. Alors, pour être plus précis, où ces Grecs étaient-ils situés? Eh bien, ils étaient installés dans la Grèce proprement dite, que vous voyez ici, dans les îles. Ici, vous voyez une île particulièrement importante qui s'appelle l'île de Crète. Et vous voyez ici également les côtes de l'actuelle Turquie, une région qu'on appelle également l'Asie mineure. C'est également sur ces côtes d'Asie mineure que ces Grecs étaient installés. Seulement voilà, entre le 8e et le 6e siècle avant Jésus-Christ, la population grecque dans chaque cité ne cesse d'augmenter. Les terres viennent à manquer, et c'est ainsi que de nombreux Grecs dans plusieurs cités décident de quitter leur cité d'origine pour aller s'installer dans des territoires inconnus, pour fonder de nouvelles cités dans lesquelles ils pourraient vivre et s'installer définitivement. Et ainsi, regardez ce qui s'est passé. Tout autour de la mer Méditerranée et de la mer Noire, les Grecs sont devenus des envahisseurs. Ils se sont installés sur toutes les côtes de cette grande mer Méditerranée et de la mer Noire pour fonder de nouvelles cités-États. Alors quel est le nom qu'on donne à ces nouvelles cités-États? Eh bien on les appelle des colonies. Une colonie, c'est donc une nouvelle cité-État fondée par des habitants qui viennent d'une autre région. Ainsi, regardez la carte. Tout ce que vous voyez en vert sur les pourtours de la mer Méditerranée et de la mer Noire constitue des territoires de la colonisation grecque, c'est-à-dire des territoires où les Grecs sont venus s'installer. Les Grecs sont donc des envahisseurs, comme vous le voyez. Vous les voyez présents par exemple dans le sud de l'Italie. Alors cette région du sud de l'Italie, on l'appelait alors la Grande Grèce, mais également dans l'île de Sicile, dans les côtes de l'Espagne, de la Gaule, c'est-à-dire de l'actuelle France, dans le nord de l'Afrique et sur les rivages de la mer Noire. Alors cette colonisation, un historien grec de l'Antiquité, à l'époque même de l'Antiquité, l'a comparée à la prolifération d'animaux autour d'une mare. Quels sont les animaux qui arrivent très facilement à peupler les bords d'une mare? Eh bien il s'agit des grenouilles. Et donc Hérodote avait dit, les Grecs se sont installés autour de la mer Méditerranée et de la mer Noire comme des grenouilles autour d'une mare. Alors prenons un des exemples les plus connus de cette colonisation. Eh bien figurez-vous que
La troisième ville de France, la plus importante de notre pays aujourd'hui, est une des cités, une des colonies qui avait été fondée par les Grecs. Il s'agissait de la cité de Massalia, aujourd'hui Marseille, qui a été fondée par les Grecs venus de Phocée en -600 au VIe siècle avant Jésus-Christ. Regardez le texte de l'Antiquité. Les Phocéens osèrent s'avancer jusqu'au dernier rivage de la Méditerranée et aboutir dans un golfe gaulois à l'embouchure du Rhône. Séduits par l'agrément du lieu, les chefs de la flotte, Simos et Protis, vont trouver le roi des Ségobriges, nommé Nanus, sur le territoire duquel ils pensent fonder une ville, et lui demandent son amitié. Or ce jour-là, le roi était occupé à préparer les noces de Gyptis, sa fille. Il devait la donner en mariage à celui qu'elle choisirait lors d'un festin, auquel il convia ses hôtes grecs. Au cours du banquet, le roi ordonna à Gyptis d'offrir de l'eau à celle qu'elle voulait comme mari. Elle se tourna vers les Grecs et présenta l'eau à Protis. Celui-ci devint donc le gendre du roi, et il reçut de son beau-père un lieu pour fonder une ville. D'après Justin, abrégé des histoires philippiques, IIIe siècle après Jésus-Christ. Alors j'attire votre attention bien sûr toujours d'abord sur la nature du document, la date et l'auteur. Alors la nature du document. Cette fois-ci, ce que vous voyez, c'est un document historique, un document qui vient de l'Antiquité, contrairement aux documents précédents où je vous montrais souvent des reconstitutions. Donc ça, c'est très important pour moi que vous soyez capable de faire la différence entre un document historique qui vient de l'Antiquité et évidemment une reconstitution. Une reconstitution qui ne vient pas de l'Antiquité, mais qui est un dessin actuel qui permet de représenter une situation historique. Ce document donc est l'extrait de l'abrégé des histoires philippiques, écrit par Justin, et vous voyez qu'il date du IIIe siècle après Jésus-Christ. Or, je viens de vous expliquer il y a quelques instants que la ville, la colonie grecque dans le sud de la Gaule, a été fondée en -600. Autrement dit, le texte qui raconte ce récit a été écrit à peu près 800 à 900 ans après les événements. Autrement dit, est-ce que l'écrivain a vécu la fondation de cette colonie? Pas du tout. Vous voyez donc que c'est un texte qui est beaucoup plus tardif et qui probablement raconte la fondation de cette colonie de manière embellie, de manière enjolivée, de façon à donner plus de prestige à la fondation de cette colonie.